Alors, les travaux que je vous présente aujourd'hui ont été réalisés avec l'équipe de Charles Sultan, pédiatre et endocrinologiste, au CHU de Montpellier, Laura Gaspari, Françoise Paris, Philippe Courtet, professeur de psychiatrie dans le même CHU, Nicolas Calfa, chirurgien pédiatrique, et en collaboration avec le cercle de l'hôpital Sainte-Anne, le centre de recherche clinique de cet hôpital, qui est dirigé par le professeur Marie-Odile Krebs. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt financier. Par contre, je suis mère concernée par mes 2 grossesses et via mes 2 enfants. Je suis également donc chercheure scientifique et présidente de l'association Orage, halte aux hormones artificielles pour les grossesses. Ces casquettes différentes m'ont été reprochées par le laboratoire UCB Pharma que j'ai eu l'occasion d'entendre lors d'un de nos procès, mais ça, je vous en parlerai cet après-midi. Donc, le toxicochimiste André Scolella, dans son livre Toxic Planet, décrit l'augmentation de nombreuses maladies chroniques dans la population générale. Je ne reciterai pas ces différentes maladies chroniques qui ont très bien été développées ce matin, mais j'ajouterai les troubles neurocomportementaux tels que l'autisme ou certaines psychoses qui explosent également, tandis que des maladies nouvelles sont en train d'émerger telles que l'hypersensibilité. Alors, comme l'a dit Patrick, un perturbateur endocrinien, c'est un leurre hormonal, c'est une tromperie au niveau des récepteurs qui sont situés dans notre corps. Madame Canivin-Clavier, en 2013, avait dressé un bilan de l'ensemble de perturbateurs endocriniens, aussi bien des phytoestrogènes tels que le soja, par exemple, que les pesticides dont on vient de parler, dont Patrick vient de parler, que des médicaments de synthèse tels que le diéthylstilbestrol, l'éthinylestradiol ou, travaux plus nouveaux, la progestérone synthétique. Bon, les migrants plastiques, les retardateurs de flamme, et j'en passe. Donc, je ne reviendrai pas non plus sur l'effet, sur l'impact de ces perturbateurs qui se produisent à tous les échelons, à tous les niveaux, neurodéveloppement, métabolisme, croissance et reproduction. Et j'insisterai plus particulièrement sur les potentialités estrogéniques de certains perturbateurs qui viennent se fixer sur les récepteurs aux estrogènes, en particulier ER-alpha et ER-bêta, dont ma grande découverte fut que c'était des récepteurs, bien sûr, nucléaires, mais qu'ils étaient situés, répartis sur le corps entier, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique diapo. Donc, à la fin des années 90, un ingénieur agronome, René Alexandre, s'aperçoit que ses 3 enfants étaient atteints non seulement de certains problèmes somatiques, mais aussi de problèmes psychiatriques. Il fit une recherche. Son aîné souffrait d'azoospermie, il n'avait pas de spermatozoïdes du tout, et il avait un caractère de type schizoïde.
La seconde, une fille, souffrait de dépression et de troubles du comportement alimentaire, ainsi que d'un très petit utérus et de petits ovaires. Et le troisième souffrait de troubles schizophréniques et a fait de nombreuses tentatives de suicide. Alors, qu'avaient-ils pris ? Ils avaient été exposés lors de la grossesse de leur mère à un cocktail qui était très à la mode à cette époque, distilbène, éthénylestradiol, progestérone retard, Farlon, injectable, une injection par semaine. Donc, pour les 3 enfants, il y eut ce cocktail. Donc il fit des recherches dans la littérature mondiale, il trouvait des petites cohortes aux États-Unis qui décrivaient des troubles psychiatriques. Et il s'aperçoit que le distilbène avait été distribué et prescrit très tard, jusqu'en 1982, en Hongrie par exemple. Et il voit que l'éthénylestradiol est toujours prescrit pour les femmes enceintes et qui n'a été arrêté qu'en 1980. Mais il reste néanmoins l'estrogène le plus vendu au monde parce qu'il est l'un des composants de la pilule contraceptive. Et je vais y revenir après. Donc, il voulut exposer le fruit de ses recherches lors d'une assemblée générale de l'association Réseau DES France, qui était la seule existante à l'époque et qui s'occupait de rechercher quels étaient les troubles somatiques chez les filles distilbène. Il expose donc son travail en présence du professeur Tourner en particulier, qui est un grand médecin qui s'occupe maintenant de ce combat, et de la présidente de Réseau DES France, Anne Levadou. Et il s'est fait conspuer et sortir de la salle. Monsieur, tout ce que vous dites, ça n'a pas lieu d'exister. Il n'y a aucun lien entre troubles psychiatriques et prise de distilbène. Il en a été tellement affecté qu'il a fait un premier AVC et 6 mois plus tard, il est mort. Et donc, voici un autre exemple de ce même cocktail tout à fait nocif. Et on ne le savait pas et on suivait scrupuleusement les indications de notre gynécologue. Donc, mélange de même distilbène, éthénylestradiol, progestérone retard. Pour la deuxième grossesse, puisque ça s'était très bien passé pour la première, j'oublie de vous dire qu'il y avait eu comme antécédent une fausse couche 2 ans auparavant. Donc la deuxième grossesse est traitée de la même manière. 20 ans après, comme dans Les 3 mousquetaires, le premier enfant, une fille, souffre de dépression récurrente qu'on appelle maintenant trouble bipolaire, 14 tentatives de suicide, puis suicide en 95 à 28 ans. Le deuxième, un garçon, né 3 ans plus tard, souffre de schizophrénie dite borderline et se suicide en 98 à 27 ans. C'était mes enfants. Alors, j'ai évidemment culpabilisé. Je n'avais pas fait le lien du tout entre les médicaments pris 27 ans auparavant et le calvaire et les maladies et la mort de mes enfants. Et un beau jour, fin 98, je lis un appel aux familles dans une revue publiée par l'UNAFAM, que vous connaissez certainement, l'Union nationale des familles de malades psychiques, et je vois que
que si vous avez souffert, si vos enfants ont souffert de tel ou tel trouble psychiatrique, et si vous avez été traité par tel ou tel type d'hormones, contactez-nous à ce numéro. Je contacte le numéro et je tombe sur Monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre, qui était très ému, bien sûr, et nous décidons de mettre nos observations en commun. À l'époque, nous étions une vingtaine. Sur ce, Monsieur Alexandre décède. Et à plusieurs, nous avons décidé de reprendre ce flambeau et nous avons fondé l'association Orage. Donc, à l'heure actuelle, Orage comporte environ 1300 familles et nous recueillons les témoignages de ces familles et ces témoignages, nous les soumettons d'une part aux professionnels de l'endocrinologie et de la psychiatrie. Alors, on revient au Distilbène. Il a été synthétisé en 1938 par Dodds. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il ne faisait pas plus d'effet qu'un placebo sur les fausses couches en particulier, et qu'au contraire, il pouvait déclencher des cancers chez l'animal. Mais malgré tout, un couple de médecins américains qui sans doute touchaient de fortes sommes des laboratoires ont entrepris de défendre cette molécule en disant qu'il n'y avait rien de mieux pour pouvoir arrêter les fausses couches et même pour des tas d'autres choses. Si vous voulez un beau bébé, prenez du Distilbène. Donc voici toutes les sortes. Le Distilbène a été fabriqué par peut-être 300 laboratoires différents à travers le monde et il est toujours donné dans certains pays, la Chine en particulier, pour engraisser le bétail. Et vous verrez aussi pour engraisser d'autres types d'animaux. Donc Dickmann avait montré que le DES n'est pas plus efficace qu'un placebo et que pour prévenir les avortements spontanés. Et on observait une chute du taux hormonal, c'est pour cela qu'on donnait les hormones. Or, cette chute du taux hormonal n'est pas la cause d'avortements spontanés, mais sa conséquence. Ça a été découvert relativement récemment. Et hélas, la communauté scientifique est restée sourde à tous ces travaux. Aux USA, il n'a été supprimé aux femmes enceintes qu'en 71, quand Herbst a découvert chez les filles DES un cancer spécifique, l'adénocarcinome à cellules claires du vagin. Et malgré cela, il est administré en France au moins jusqu'en 77. On a même des ordonnances en 82. Et j'en profite pour vous signaler au passage le premier signalement mondial de cancer à cellules claires chez une petite fille Distilbène de 8 ans que nous venons de publier avec l'équipe de Charles Sultan. Vous avez sur cette table des documents que j'ai édités, que j'ai fait imprimer en une trentaine d'exemplaires. Donc vous pourrez venir vous servir ensuite. Donc voici la publication qui est sortie il y a à peu près 2 mois. Donc, ce fameux Distilbène, il était indiqué pour toutes sortes de choses. Et évidemment, il était plus actif, mais surtout, il était bien moins coûteux que la folliculine. Donc, on le donnait pour énormément de choses, aussi bien les stérilités, les troubles de la ménopause,
les aménorrhées secondaires, les aménorrhées primaires, etc. Alors pourquoi est-ce que le distilbène et l'éthénylestradiol sont directement toxiques pour l'homme? C'est une histoire de dégradation chimique à l'intérieur du corps humain. En ce qui concerne le DES, il se dégrade en un produit hautement cancérigène, la quinone, qui se fixe étroitement à l'ADN. Ça, c'est un effet supplémentaire. Quant à l'alpha-éthénylestradiol, qui est synthétique et toxique, il vient bloquer le fonctionnement d'une enzyme de détoxification. Il inactive le cytochrome P450 qui est situé dans le foie et qui sert à dégrader les hormones naturelles. Donc, ces hormones-là ont un effet direct et toxique, outre l'effet épigénétique dont nous allons parler. Donc, le distilbène, 1938, eh bien non, ce n'est pas de l'histoire ancienne. L'éthénylestradiol non plus, puisque en plus, il est l'un des composants de la pilule contraceptive. Et la progestérone synthétique, qui est souvent utilisée en cocktail, est maintenant associée aux stérilets distributeurs de progestérone en particulier. Eh bien, ces produits-là sont également toxiques. Donc, qu'est-ce que nous avons fait quand nous avons fondé Orage? Outre faire du recrutement de bouche à oreille pour trouver des familles concernées par les troubles psychiatriques de leurs enfants et qui avaient pris une ou plusieurs de ces hormones, eh bien, ce questionnaire, nous l'avons élaboré avec plusieurs scientifiques et plusieurs médecins. Donc, il est extrêmement détaillé, mais grâce à tous les renseignements qu'il contient, nous avons pu établir ainsi une base de données extrêmement intéressante. Grâce à ce questionnaire, nous avons été inscrits maintenant au portail épidémiologique de l'INSERM, ce qui est extrêmement important pour nous parce qu'il valide un certain nombre de nos recherches. Donc, à l'heure actuelle, nous avons grosso modo 1200 mères qui représentent 1986 enfants, dont plusieurs morts-nés, 61, et nous avons 1216 enfants exposés qui souffrent de troubles somatiques et ou psychiatriques. Nous avons pris soin de regarder de manière très attentive les fils et les filles aînés, en particulier ceux qui n'ont pas été exposés. Nous en avons trouvé plus de 300, ce qui contribue à créer des témoins intrafamiliaux qui sont très importants pour ces familles que l'on appelle alors informatives. Nous avons également observé que les post-exposés, c'est-à-dire qui n'ont pas été directement traités, mais qui sont nés après une grossesse traitée, eh bien, il y avait un certain pourcentage de ces enfants qui souffraient de troubles psychiatriques. Donc, dans une publication avec Charles Sultan et Philippe Courtet, nous avons pu montrer, en analysant 529 familles, donc plus de 1000 enfants, nous avons pu montrer donc
que 740 exposés souffraient de troubles psychiatriques, que 6% souffraient également de troubles psychiatriques chez les post-exposés, alors que dans les 180 premiers, il n'y avait aucun trouble. Donc, voici la publication dans Gynecological Endocrinology en 2015. Donc, en gros, nos travaux ont commencé en 2015. Donc, la liste des troubles, eh bien, des troubles du comportement, bien sûr, des troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie, des schizophrénies, des dépressions, troubles bipolaires, de l'anxiété, de nombreux suicides, 3,4%, et de très nombreuses tentatives de suicide, 65%. Par rapport à la population générale, vous pouvez voir la comparaison des exposés aux DES. Par exemple, je prends les schizophrénies, 22,9%, alors qu'il n'y en a qu'1% dans la population générale. Les suicides aboutissent 4,4%, alors qu'en population générale, c'est 0,02%. Et les suicides, les tentatives, 85% de notre population examinée, qui représente donc 85%, alors qu'en population générale, 0,3%. Donc, nous montrons dans ce travail le lien entre prise d'hormones et troubles psychiatriques associés ou non à des troubles somatiques. Alors, en 2007, je suis allé rencontrer le professeur Krebs et nous avons monté un projet dit PICRI, Partenariat Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation, qui était financé par la région Île-de-France. Nous avons obtenu un premier financement de 150 000 €, mais qui, bien sûr, n'a pas été suffisant. Et le titre de ce projet, dont les résultats n'ont vu le jour qu'en 2017, était l'influence des traitements hormonaux sur le développement cérébral pendant la grossesse. Étude des modifications phénotypiques, psychiatriques, comportementales et biologiques dans des familles informatives. Donc, comme Patrick l'a dit, le cerveau est un organe très vulnérable et le neurodéveloppement couvre une fenêtre de vulnérabilité extrêmement longue, la plus longue au niveau du développement du fœtus. Elle part de la 3e semaine et elle se termine environ à l'âge de 20 ans. Vous voyez que durant cette fenêtre de vulnérabilité, eh bien, tout est possible. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous présenter cette magnifique image qui montre le développement du système nerveux chez un fœtus de 8 semaines. C'est un très beau travail qui a été publié dans Cell en 2017. Donc, l'équipe de Krebs, avec le docteur Oussama Kébir, qui a dirigé toute la partie recherche moléculaire, a commencé par examiner nos data. Ils ont regardé une cohorte de 472 sujets exposés et ils ont montré qu'il y avait 46% de troubles de l'humeur, 22% de troubles psychotiques, 6 de troubles anxieux, 11 de troubles du comportement alimentaire et 12,7 d'autres troubles,
troubles du comportement obsessionnel, TOC, violence, etc. Et il publie cet article en 2012 avec une recherche des quelques rares études épidémiologiques qui existaient sur le sujet. Il n'y en avait que 4. Donc, la première étape, ça a été pour l'équipe Krebs de s'intéresser à l'épigénétique qui était relativement naissante à cette époque. Et je ne vais pas insister dessus puisque les 2 précédents conférenciers en ont largement parlé. Donc, il y a 3 pistes pour expliquer la modification épigénétique. Il y a d'abord la piste de la méthylation, de l'hyperméthylation en général, donc qui est l'ajout du groupe méthyl CH3 à un substrat qui est l'ADN d'un gène, soit les micro-ARN dont on connaît encore très très mal le rôle, et d'autre part l'effet du déroulement, du débobinement de l'ADN enroulé autour de protéines dites histones qui forment ce qu'on appelle des nucléosomes. Et ce déroulement s'effectue via un certain nombre d'enzymes, et c'est au niveau de ces enzymes ou des gènes qui codent pour ces enzymes que s'effectue la modification épigénétique. Alors, sur notre base de données et sur des prélèvements qui ont été effectués, des prélèvements sanguins du sang périphérique qui ont été réalisés à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, notre cohorte a pu ainsi participer à ces résultats. Donc ça, c'est une image tirée d'une excellente review publiée par un Indien établi en Finlande qui s'appelle Monsieur Chaitanya, Epigenetic Effects of Endocrine Disruptor Chemicals, publié en 2016. Donc, chez Krebs, ils essaient d'identifier des zones de méthylation dans le génome à partir donc de l'hypothèse méthylation. Notre base de données et la banque de sang qu'ils ont récupérée grâce à notre cohorte a été précieusement conservée. Pour le moment, il y a un seul résultat, mais je suppose qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de travailler sur le problème des histones, toujours sur la même banque. Donc, les patients qui ont été recrutés, ainsi que les témoins et les familles qui ont été questionnées à l'hôpital Sainte-Anne, n'étaient pas très nombreuses. Mais vous vous doutez bien que pour amener un patient psychotique à l'hôpital Sainte-Anne pour se faire prélever du sang, ça a été extrêmement difficile. Et une 50aine de familles ont dû être éliminées, alors que les familles s'étaient présentées ainsi que les aînés, mais que les patients psychotiques eux-mêmes ne sont pas venus. Donc tout ça, c'est malheureusement tombé à l'eau. Donc au final, ont été analysés les changements de méthylation, tenez-vous bien, chez 485 000 cytosines préguanines par génome d'individus exposés. Il y en avait 37 versus non exposés, 32, mais malgré tout, ça représente un travail informatique absolument gigantesque. Et il a fallu qu'ils aillent au Canada pour trouver des machines suffisamment importantes pour pouvoir traiter ces données.
Donc, dans ces patients, il y avait 7 psychoses lourdes, 4 schizophrénies et 3 troubles psychoaffectifs et 30 autres, bipolarité, dépression, troubles anxieux. Et en même temps, ils ont effectué un contrôle au niveau d'une cohorte d'adolescents qui étaient en cours de suivi à l'hôpital Sainte-Anne et qui n'avaient pas été exposés au distilbène. Dans cette cohorte de témoins, ils ont montré une modification épigénétique, mais qui était tout à fait globale au niveau de l'ensemble du génome chez les jeunes qui étaient devenus schizophrènes. Alors que, et ça a été publié en 2017 dans PLOS ONE par l'équipe Krebs, avec signé en tête Fabrice Rivolier, dirigé par Oussama Kébir, ces résultats montrent qu'en fait, 2 gènes particuliers avaient été ciblés. Peut-être ils ont ciblé beaucoup plus de gènes, mais ce sont ces 2-là qui sont arrivés et qui sont apparus. Alors, une hyperméthylation du gène ZFP57 a été observée dans le groupe de patients psychotiques exposés. Ce gène est exprimé très tôt dans le développement et il s'agit d'un régulateur de transcription au niveau de nombreux gènes affectant en particulier le neurodéveloppement. Un autre gène, ADAMTS9, est impliqué dans le contrôle de la forme des organes et surtout dans celle de l'utérus et des organes reproducteurs qui, comme vous le savez, sont souvent anormaux après l'exposition in utero au DES. Et surtout, ce gène est impliqué dans le contrôle du développement du système nerveux central, ainsi que dans plusieurs types de cancers. Vous avez toutes les références. Donc, effet transgénérationnel. Alors, je reviens au magnifique travail de M. Chaïdenia, qui, en une seule image, vous explique pourquoi 3 générations sont atteintes. Il suffit de regarder la maman. Elle, c'est la première génération. Il y a ensuite le fœtus, 2e génération. Et il y a ses cellules sexuelles, 3e génération. Donc, j'en profite pour vous dire, pour vous répéter un petit peu ce qu'a dit Patrick, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été effectués chez la souris, où on a montré que le DES pouvait, des cancers pouvaient être provoqués par le DES jusqu'à 8 générations. Donc, un exemple de la démonstration de l'épigénéicité, c'était un travail qu'on a effectué avec l'équipe de Charles Sultan sur la cohorte de Orage, sur les petits-fils de Orage. Et on avait pu montrer, dans ce travail paru en 2011, on avait pu montrer que chez les petits-fils, 2 fois plus d'enfants étaient atteints d'hypospadias que chez les fils. Donc là, je vous montre les chiffres. Donc 8,2% d'hypospadias chez les petits-fils, ces petits-fils étant issus en grande majorité de mères d'Istilben, de filles d'Istilben. Donc, en 2010, des chercheurs américains, O'Reilly et ses collaborateurs, ont analysé une cohorte dite Nurse Health Study
de 76 240 infirmières et il trouve 1612 filles d'ES inclus, avec un pourcentage important qui présentait des troubles dépressifs majeurs. 20% pour les exposés versus 15% pour les non exposés. Elles sont sûres de leur exposition prénatale et les auteurs signalent également exposition à d'autres hormones sexuelles en cause dans ces troubles. Et tout récemment, en 2018, la successeur de M. Oreilly, qui signe toujours d'ailleurs, le docteur Kurmutsoglu, a analysé la suite de la même cohorte Nurse Health Study 2. En cours sur 3 générations, les participants, leurs mères et leurs enfants nés vivants. Et ils ont conclu que l'exposition au DES était associée à des déficits neurodéveloppementaux multigénérationnels. Et plus récemment, en 2015, nous nous sommes intéressés aux effets de la progestérone synthétique. Charles Sultan m'avait dit, vous savez, la progestérone, c'est pas grave, c'est pas toxique, on n'en parle pas, concentrons-nous sur le DES. Mais je suis très têtue et j'ai voulu rechercher dans notre cohorte s'il y avait des familles dont les mères avaient été exclusivement traitées avec de la progestérone synthétique. Eh bien, j'ai trouvé 44 familles. Et sur 1934 enfants, j'ai trouvé 115 enfants qui avaient été exposés à la progestérone synthétique. Donc, publication. Et, comme vous le voyez ici, même chose, dans ces 115 enfants, nous en voyons 18 qui étaient des aînés non traités et non malades. Ensuite, un groupe de 62 enfants exposés à la progestérone synthétique avec des troubles psychiatriques, 79%, des troubles somatiques et 7 qui n'avaient rien du tout. Donc, ça, c'est la répartition. Eh bien, nous trouvons exactement la même répartition que pour le diéthylstilbestrol, schizophrénie, troubles bipolaires, agressivité, des désordres somatiques. Donc, ce travail a été publié également récemment et nous avons comparé aussi bien chez les garçons que chez les filles les troubles psychiatriques distilbène, progestérone. Et nous voyons que chez les garçons, dans les 2 cas, les schizophrénies sont les plus abondantes. Et chez les filles, les troubles bipolaires sont les plus abondants. Donc, nous avons été invités à écrire un chapitre pour un livre sur le neurodéveloppement et à cette occasion, parcourant la littérature, je découvre les travaux d'une équipe chinoise, celle du professeur Paul Yao à Wuhan. Et je m'intéresse à ses travaux parce que lui travaillait plutôt sur l'autisme. Et dans un premier temps, il a travaillé sur l'animal, sur le rat, et il a donné de la progestérone synthétique à des rats. Et ensuite, il a analysé au plan cytochimique le cerveau de ces rats et il a trouvé, après dissection de l'aire limbique de ce cerveau et recherche par des sondes moléculaires, il a
trouvé une altération, une hyperméthylation du promoteur du gène ER-bêta, ce qui recoupe parfaitement tout ce que nous ont dit Patrick et la précédente oratrice. Donc, hyperméthylation du promoteur du gène ER-bêta, donc récepteur nucléaire aux estrogènes, dans la zone de l'amygdale. Alors, évidemment, il a travaillé ensuite sur l'humain et il a voulu circonscrire une population et il a travaillé sur une île, l'île de Wuhan, qui est une petite île de 8 millions d'habitants. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a recherché un certain nombre d'enfants. Il a travaillé sur une population de 37 000 enfants et il a trouvé 235 enfants avec autisme. Et ils ont recherché, bien évidemment, chez les mères, les antécédents. Ils ont trouvé 3 types d'antécédents. Soit une exposition in utero aux progestines synthétiques prescrites pour éviter des fausses couches, pour 15% des cas, soit une conception et un début de grossesse sous pilule contraceptive progestative, 11% des cas, mais tenez-vous bien, pour 100% des mères, les mères avaient consommé des seafoods contaminés avec des progestines. En effet, pourquoi? Eh bien parce que pour empêcher de pondre aussi bien les gros crustacés, les crevettes, les huîtres, dans toutes les fermes d'élevage tout autour de l'île, pour les empêcher de pondre et faire qu'elles pèsent plus lourd, on leur donne des progestérones synthétiques. Et toutes les mères en ont mangé. Donc ça, alors comme contrôle, bien sûr, il y a eu de nouveau le contrôle animal chez les rats. Donc voilà le tableau publié dans une très bonne revue de psychiatrie, Frontières en psychiatrie, publié par le groupe de Paul Yao, avec lequel je suis rentré en contact. Et donc, ces travaux sont dans un chapitre qui va être publié incessamment dans un livre sur le neurodéveloppement. Donc voici le livre en question. Bon, j'informerai Josiane parce que... Et un article est paru en ligne, édité, publié par la revue médicale dite utopique pratique. Et cet article, vous le trouverez sur cette table. Donc je résume un petit peu ce que j'ai écrit dans le chapitre Factors Affecting Neurodevelopment. Alors, pour continuer sur ce sujet, une cohorte danoise étudiée au Royaume-Uni par l'équipe de M. Baron Cohen, ce monsieur a eu l'idée d'aller regarder chez des enfants atteints d'autisme, 128 enfants, dont les liquides amniotiques avaient été congelés. Donc, il a pu montrer qu'un excès prénatal d'estrogène contribue au développement autistique plus encore que d'autres hormones stéroïdes. Ça, c'est un résultat qui est assez fantastique. Dans une autre étude danoise, sur plus d'1 million de femmes utilisatrices de contraceptifs oraux combinés ou porteuses d'un DIU ou d'un anneau vaginal estroprogestatif, les auteurs, en 2016, ont conclu que l'utilisation d'une contraception hormonale était associée à la consommation accrue d'antidépresseurs et au diagnostic de dépression, en particulier chez les adolescents
qui ont commencé très tôt la prise de pilules. Ce résultat a été confirmé par une étude américaine en 2019, après l'analyse de 1236 femmes. Donc aux États-Unis, ils ont montré qu'une association à long terme entre l'utilisation de coke chez des adolescentes et le risque de dépression à l'âge adulte, même des années après la première exposition, était extrêmement visible. Et enfin, le lien entre le recours à la contraception orale et la prévalence des troubles du spectre autistique, qui atteint des proportions épidémiques, particulièrement aux États-Unis et en Chine, a été très fortement suspecté par Striffert en 2014 et 2015 et démontré donc par l'étude du professeur Yao. Donc, principe de précaution, éthénylestradiol, progestatif de synthèse, sont les composants majeurs de très nombreuses spécialités de pilules. Principe de précaution, puisque ces hormones synthétiques ou leurs produits de dégradation restent fixés au niveau des lipides chez la mère ou chez la jeune femme par un effet de rémanence et seront relâchés ensuite dans l'organisme maternel via le placenta lors d'une grossesse ultérieure. L'éthénylestradiol n'a été considéré comme dangereux et interdit aux femmes enceintes qu'en 1981 et aucune étude n'existe avant la nôtre sur la démonstration de la dangerosité des progestines synthétiques. Leurs effets sont comparables à ceux du DES sur les enfants exposés lors des grossesses ou si le temps de latence, plus de 2 ans, n'a pas été respecté. En raison de la toxicité démontrée chez l'animal et chez l'homme, il faut donc privilégier les pilules contraceptives à base d'hormones naturelles. Elles sont extrêmement rares et non remboursées par la sécurité sociale, ou arrêter la prise de pilules 2 à 3 ans minimum avant la prévision d'une grossesse, ou privilégier le stérilet au cuivre. Maintenant, je vous parle rapidement d'un travail en cours, mais qui est absolument stupéfiant. Il s'agit d'une étude de cas dans une famille informative. La mère a eu 11 enfants. Vous voyez, les parents sont représentés, la première génération avec ses 11 enfants, et la mère a été exposée au distilbène après à chacun de ses accouchements, on lui a donné du DES pendant 3 mois pour arrêter le lait, pour une raison purement esthétique, dit notre témoin, pour garder une jolie poitrine. Donc, la mère est traitée après ses 11 accouchements, dont un accouchement de jumeaux. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que dans la génération des enfants, tous sont atteints. Bon, la première n'est pas atteinte puisqu'elle n'a pas été exposée et sert de contrôle évidemment pour tous les autres. Tous les autres souffrent de troubles psychiatriques. Mais non seulement ça, mais c'est que nous avons pu analyser la 3e génération et la 4e qui commence. En 3e génération, nous avons plusieurs cas d'autisme en rouge, mais je vais vous montrer plus en détail sur un tableau. Et la 4e génération, déjà un cas d'autisme. Donc sur ce tableau,
l'article est en cours, nous sommes en train de finir de le rédiger. Donc j'ai effectué ce tableau. J'espère qu'il est assez clair. Sur la première ligne, vous avez la première enfant qui n'a pas été exposée. Ensuite, tous les autres, les 10 autres qui ont été exposés et qui présentent à la fois, pour la plupart, des troubles somatiques, en particulier des endométrioses chez les filles et des troubles psychiatriques. Et chez les garçons, on trouve des hypospadias. Chez les enfants de 3e génération, vous voyez les enfants de la première fille en blanc. Aucun enfant, c'est-à-dire des petits-enfants, aucun n'est atteint de quoi que ce soit. Par contre, chez les autres, eh bien, nous avons également, chez les petites filles, des endométrioses. Nous avons plusieurs cas d'hypospadias, ainsi que des troubles psychiatriques. Un premier article vient d'être soumis à Human Reproduction concernant l'effet transgénérationnel du DES vis-à-vis des endométrioses. Donc, voyez le cas dramatique qui se poursuit de génération en génération. Alors, je vais passer très rapidement, parce qu'il a été dit beaucoup de choses sur les pesticides. Donc, le bisphénol, qui, comme vous le savez, a pratiquement la même composition chimique que le DES. Et on a jonglé dans les années 38, à savoir qui ferait quoi. Ils ont joué, l'un est devenu un médicament, l'autre médicament raté est devenu un plastifiant, avec tous les effets que l'on connaît. Donc, parmi les très nombreux travaux sur le bisphénol A, donc il y a eu des travaux sur l'animal, les travaux de Palanza en particulier, qui sont très importants, qui montrent les troubles chez les enfants, chez les bébés rats, les troubles du genre grande agitation, les pop-corn, appelés ainsi aux États-Unis. Donc, les études sur l'animal très nombreuses et sur l'homme, bien moins d'études, mais on peut noter celle de Braun qui montre de graves troubles du comportement dans la petite enfance aux alentours de 3 ans, en particulier chez les fillettes, déficit de l'attention, hyperactivité, troubles cognitifs. Et l'étude a été réalisée sur 244 mères et leurs enfants de 1, 2, 3 ans par dosage dans les urines pendant la grossesse des mères et puis chez les enfants. Donc, les pesticides, alors je ne reviens pas, Patrick a très bien développé le problème, et dans une étude américaine, je cite simplement celle de Bouchard, qui a eu l'idée d'aller regarder les urines des enfants à l'école, et qui a pu montrer que les organophosphorés présents dans ces urines provenaient des traitements du jardin familial de ces enfants. Enfin, une étude de l'équipe de François Veillerette, Génération Future, qui a analysé des mèches de cheveux d'enfants qui étaient à proximité de zones agricoles et qui a analysé ces mèches de cheveux, ça revient un peu au sang de cordon de Patrick tout à l'heure, et les prélèvements ont montré la présence de 53 pesticides suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Donc, je ne développe pas les résidus horribles que l'on a trouvés dans les cheveux de ces enfants et qui montrent l'impact de ces produits. Donc, première conclusion, les perturbateurs endocriniens environnementaux sont l'une des clés pour expliquer la croissance sans précédent des maladies chroniques modernes.
Il s'agit d'une piste d'espoir pour enrayer la progression de ces maladies et retrouver la maîtrise, si on peut dire, des dépenses de santé. Et comme le dit André Cicolella dans son bouquin, la découverte des perturbateurs endocriniens et la mise en évidence d'une transmission de cet héritage aux générations futures révolutionne la pensée scientifique et réclame de nouvelles politiques de santé à l'échelle mondiale. L'effet transgénérationnel est une véritable bombe à retardement. Et Theo Colborn disait que le fœtus ne peut être protégé des perturbateurs endocriniens, quels qu'ils soient, qu'à la dose zéro. Sur ce dessin de Jean-Michel Basquiat, je vous remercie de votre attention. Et je me permets quand même, j'en ai parlé avec Patrick, j'avais mis de côté sciemment, me disant que j'allais être un peu juste dans le temps, mais on a un autre travail en cours qui vous intéressera certainement beaucoup, puisque vous êtes sur une île et qu'il y a moyen de circonscrire vos observations. Et nous avons trouvé sur une cohorte de 500 garçons de rage, eh bien nous avons trouvé 4 garçons XY transgenres, donc souffrant de dysphorie du genre, donc qui sont devenus, après opération et traitement hormonal, qui sont devenus des femmes. J'ai invité chez moi ces personnes avant de les emmener chez Charles à Montpellier, dans ce labo où on a effectué toutes les études génétiques et épigénétiques. Et on a pu voir, et nous sommes en train de rédiger cette publication, on a pu voir grâce à un questionnaire extrêmement poussé que je vous reproduis ici, nous avons pu montrer que le DES était responsable de cette dysphorie du genre. Et voici les résultats. Donc, le nombre de garçons que nous avons observés, 707 garçons, dont 481 exposés. Le nombre de garçons exposés au DES seul, 253. Et le nombre total de dysphorie du genre, DES mâle XY vers femelle, est de 4. En population générale, à gauche, 2 pour 100 000, et nous trouvons 560 sur 100 000, soit 160 fois la population générale. Voilà, je voulais vous faire part de cette observation parce qu'il sera certainement très intéressant de la mettre en lien avec les effets de la chlordécone au niveau de votre île. Je vous remercie une nouvelle fois.